بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نستضيف الليلة الأستاذ الجامعي البارز لو عبد القرمو نائب رئيس اتحاد قوى التقدم. Bonsoir Monsieur Gourmou. Bonsoir. Vous êtes né à Bogué, vous avez milité très tôt dans le mouvement des Kadihines. Vous avez été arrêté et torturé en 71 et 74 avec un tract du PKM. Après, vous avez appartenu au comité provisoire pour l'action scolaire du secondaire. Puis après, vous avez intégré donc la direction du MND, qui a d'ailleurs regroupé à l'époque la plupart des leaders, même des mouvements nationalistes, panarabistes et panafricanistes, qui demandaient, qui luttaient contre ce qu'ils appelaient la domination interne du régime de Mukhtar al-Daddah Allah Rahmou, qui était à l'époque accusé de féodalisme, esclavagisme, et contre naturellement l'occupation étrangère. C'était à l'époque de 68 et de la lutte et de la révolte contre l'impérialisme mondial. Bien. Après, vous avez poursuivi avec votre ami d'hier et d'aujourd'hui, Dr Mohamed Mouloud, pour donc constituer l'UFD Air Nouvelle, et vous étiez son représentant en Europe. Et après, en 1998, vous avez créé l'Union des forces, des progrès, et vous avez appartenu naturellement à sa direction. Aujourd'hui, vous êtes son premier vice-président. Côté académique, vous avez pris votre maîtrise en droit, si ma mémoire ne me trahit pas, à Tunis. Vous avez poursuivi votre troisième cycle en Lorraine, à Nancy précisément. Vous avez soutenu brillamment une thèse d'État en droit public. Vous enseignez aujourd'hui, vous avez été recruté sur concours à l'université du Havre, donc en Normandie, où vous enseignez le droit. C'est combien dire que nous sommes ravis de vous accueillir dans ce modeste studio, parce qu'on va parler de la Mauritanie, une Mauritanie qui s'interroge. Mais nous allons nous étendre sur ces interrogations ultérieurement. D'abord, nous constatons un mouvement qui se produit dans notre société, une mutagénèse qui fait qu'on se droitise, on se radicalise. Le particularisme cru haut et fort, il est presque devenu la pensée dominante dans ce qui fut terre des hommes. Aujourd'hui, vous-même, vous n'avez pas, Monsieur le Président, échappé malheureusement à cette tentative de radicalisation. J'ai cru avoir perçu un article où vous avez parlé d'apartheid en Mauritanie. Alors, la parole est à vous. D'abord, je vous remercie de m'accueillir ici, pour la première fois à Chiniti TV. C'est un plaisir et un honneur que vous me faites. Merci également d'avoir un peu donné quelques éclairages sur une partie de ma vie, disons cachée, clandestine. Je rectifie simplement en disant que pendant très longtemps j'étais un militant du MND, Mouvement National Démocratique, qu'il y a eu évidemment, comme la plupart, sinon la quasi-totalité des militants de l'époque, il y a eu des mésaventures. Maintenant on s'en souvient presque avec nostalgie, mais ce n'était pas évident à l'époque, c'est-à-dire des arrestations, des suites de torture, etc. J'ai eu ma part comme la plupart, mais c'était sur la base effectivement d'une action de lutte contre le pouvoir à l'époque. Et à l'époque, ce n'était pas comme maintenant, puisque c'était l'époque du parti unique et il n'était pas question qu'il y ait quoi que ce soit en matière de démocratie, etc. Même si, en termes de répression, ça n'avait pas de rapport avec la répression qu'on connaîtra en Amérique latine ou dans d'autres pays. Cependant, ce qui était essentiel surtout, c'est que notre engagement était fondé sur une foi inébranlable au patriotisme, à la lutte pour l'unité de notre patrie, pour l'unité de notre pays. Et c'était ça d'abord qui était à la base de notre activité, de notre action de jeunesse, etc. Ensuite, j'ai cheminé sans interruption dans cette voie, disons, révolutionnaire, jusqu'à la création de l'UFP, l'UFP dans laquelle j'ai continué effectivement à militer après le passage du RFD, l'UFD Air Nouvelle. Voilà, en gros,
c'est un cheminement à peu près classique. J'appartiens actuellement à la direction de l'UFP depuis sa création en 1998. Je suis le vice-président comme vous l'avez dit. Maintenant, pour ce qui concerne le climat actuel, vous avez fait un tableau. C'est vrai, aujourd'hui, malheureusement, et c'est un phénomène d'ailleurs qui semble être mondial, on assiste à une sorte de durcissement de la pensée politique identitaire, parce qu'il faut c'est de ça dont vous voulez parler. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de tendance au recroquevillement, une tendance à une sorte d'égoïsme nationalitaire qui fait que les êtres humains, les hommes, dans les différentes sociétés, et dans la nôtre en particulier, ont tendance davantage à voir ou à se préoccuper de la situation du groupe auquel ils appartiennent, groupe ethnique, groupe statutaire, caste si vous voulez, etc. C'est une sorte de véritable régression par rapport à nous, la période que nous avions vécue, qui était au contraire une période d'ouverture, où les questions identitaires étaient globalement envisagées et où la nation se pensait à travers notamment son élite, ses intellectuels, etc., par-delà les divergences, les difficultés, etc., mais elle se pensait comme une unité, même un peu une unité globale, voire même universelle. Donc la pensée progressiste était beaucoup plus affirmée avant que maintenant. Il y a beaucoup de raisons qui peuvent l'expliquer, mais en tout cas c'était une réalité. Maintenant, dans la situation actuelle, je dois simplement d'abord dire que je suis de l'UFP et je suis un ancien du MND, ce qui veut dire que je suis absolument réfractaire à toute pensée identitariste. Et je suis absolument opposé d'un point de vue politique, et je dirais, maintenant c'est un mot qu'on n'utilise plus, mais d'un point de vue idéologique, je suis hostile à toutes les fermetures particularistes qui dénient à l'unité de notre nation le rôle fondamental dans l'activité ou dans l'action des hommes politiques. Si j'ai utilisé un terme, d'abord le terme est contextualisé, j'ai dit que le pouvoir actuel, dans le comportement qu'il a, vis-à-vis d'un cas très particulier, relatif en particulier au choix des responsables des institutions publiques, se comporte un peu comme le faisait le régime d'apartheid, c'est-à-dire comme si la représentation symbolique de notre ethnie, de notre nation, ne reflétait pas la diversité ethnique. C'est de ce point de vue-là. L'apartheid sur le fond, en Afrique du Sud, est évidemment très différent du système politique et social ainsi qu'économique de notre pays. Mais dans sa représentation formelle, externe, dans ce qui est visible, si vous voulez, sur le plan politique, ça n'a plus effectivement de différenciation possible, parce que si vous avez un gouvernement dans lequel on ne voit que des morts, alors que le moindre mort vous dira que la Mauritanie est diverse et plurielle, c'est que ce gouvernement-là n'est représentatif ni des morts, ni des négro-africains, parce que justement il nie cette diversité à laquelle l'ensemble de notre peuple est attaché. C'est de ce point de vue-là, et dans un esprit critique vis-à-vis du gouvernement, que j'ai énoncé ce terme, cette formulation de l'apartheid, et je précise d'ailleurs, parce qu'en réalité le gouvernement ne le fait peut-être pas parce qu'idéologiquement il est pro-apartheid, mais il a une pratique d'irresponsabilité telle qu'il ne se rend peut-être même pas compte que dans le message symbolique qu'il émet dans notre pays, c'est de dire je m'en fous, je fais ce que je veux. Si je veux, je ne mets que des noirs. Si je veux, je ne mets que des morts. Je ne me préoccupe pas du ressenti des uns et des autres. C'est cette espèce de responsabilité, ou en tout cas d'indifférence du ressenti de la population vis-à-vis des actes gouvernementaux. C'est ça qui me pousse à dire que précisément ça peut déboucher sur une sorte de mimétisme de ce type-là, de type sud-africain, ou de mimétisme de type latino-américain, ou de type même sioniste, que sais-je. Donc c'est dans cet esprit-là, pour ne pas créer de confusion, c'est dans cet esprit que j'ai utilisé la formule. Très bien. D'abord, le concept des questions nationales, auquel vous tenez beaucoup, au MND, c'est pas nouveau, et qui repose sur la reconnaissance de 4 nationalités, ayant chacun son histoire particulière, sa culture spécifique et sa langue propre, n'est-il pas en contradiction avec l'utilité publique de l'État pour lequel vous avez milité et vous avez payé beaucoup de sacrifices, et qui doit considérer qu'un citoyen mauritanien est un citoyen mauritanien, c'est tout, et que la spécificité et le particularisme s'arrêtent là où il y a l'intérêt supérieur national.
la dernière formule que vous utilisez, je m'y reconnais totalement. Mais il faut bien... Autrement dit, des citoyens, ni Maure, ni Hartani, ni Kori, des citoyens mauritaniens Voilà. avec un drapeau, avec deux bandes rouges. Il y a un aspect de la citoyenneté qui exclut effectivement ces référentiels de particularisme. La citoyenneté, c'est une appartenance, disons, pure à un groupe social global. Je suis citoyen mauritanien, ça veut dire que je ne m'identifie en tant que citoyen à aucune appartenance spécifique. Ça, c'est le terme de citoyenneté dans son sens universaliste. Mais on va le commun. Maintenant, du point de vue sociologique, c'est-à-dire de la réalité concrète, ma citoyenneté suppose que l'on m'identifie à ce qui fait ma particularité dans l'ensemble dans lequel je fais partie. Si je parle la langue Peul ou arabe ou wolof ou sénénké, si j'ai devers moi, une culture, une histoire, une manière de penser, de voir, de vivre, de sentir, de ressentir les choses, ça c'est ma richesse d'apport dans le patrimoine national. C'est ça qui fait qu'en tant qu'arabe, en tant que soninké, en tant que wolof, en tant que halpulaar, j'apporte ma part dans cet ensemble universel qu'on appelle la nation mauritanienne. Vous voyez, il n'y a pas d'exclusion, il y a une intériorisation des particularités dans cet ensemble. Ce n'est pas un problème de rejet réciproque de ces sous-ensembles, c'est une synthèse que je considère pour moi extrêmement enrichissante de la vie et qui fait que notre diversité est précisément le moteur du rapport qui fait que chacun d'entre nous se reconnaît à l'aise dans l'ensemble auquel il doit appartenir. Ça, c'est du point de vue de la théorie. Maintenant, du point de vue de la pratique, je vous signale que l'un des principaux apports du MND est d'avoir, je ne dirais pas imposé au sens physique du mot, mais emmener le peuple mauritanien à élever le niveau d'existence des 4 communautés à un niveau du politique. C'est le mouvement national démocratique qui, pour toute première fois, je dis bien, pour la toute première fois dans l'histoire politique de notre pays, a imposé dans les lycées, dans les collèges, dans les syndicats et dans la vie politique du pays que la Mauritanie n'est pas une et indivisible à la française, que la Mauritanie elle est plurielle avec 4 communautés, 4, on disait nationalités, et que ces 4 nationalités non seulement ne s'excluent pas les unes les autres, mais constituent précisément l'ensemble mauritanien auquel on appartenait. S'il l'a posé de cette façon-là, c'est parce que nous étions à une sorte de polémique, qui est un peu aujourd'hui, avec le recul, on dira bon enfant, mais à l'époque, ça ne se paraissait pas comme ça, mais une polémique avec l'idéologie du parti unique, du PPM. Parce que le PPM, justement, son discours, c'était de dire, il n'y a ni Maure, ni Noir, ni halpulaar, ni wolof, ni soninké, il n'y a que des Mauritaniens. Nous disions non. Il y a des Mauritaniens à travers le mot, l'arabe, le soninké, le wolof, le halpulaar. Et chacune de ces composantes a un apport spécifique et l'État, son rôle, c'est de prendre l'apport de chacun, de confectionner avec ça cet ensemble spécifique qui fait qu'être mauritanien, c'est être à la fois arabe, wolof, soninké et halpulaar. C'est être à la fois un peu de marocain, un peu de sénégalais, sans être jamais sénégalais ou marocain ou sahraoui ou malien. C'est donc notre cachet particulier. Ça a été un combat pour faire accepter ça. Et on a fini. Aujourd'hui, c'est une banalité puisque c'est constitutionnalisé. Mais à l'époque, ça vous valait d'être considéré quasiment comme un communiste, d'être arrêté et même torturé. Si vous défendiez une idée comme celle-là, je vais dire jusqu'aux années 72, 73. Et on a reconnu pratiquement cette plurinationalité de la Mauritanie qu'à partir de 74, 75. Oui, mais aujourd'hui, M. Gourmand, les temps sont durs. Et il y a beaucoup de particularisme à travers le monde, comme vous l'avez d'ailleurs souligné. Il y a beaucoup de radicalisation dans le discours, dans les verbes, mais aussi dans les actes. Le monde est devenu violent. Et d'ailleurs, si on regarde les discours, ce qui s'écrit dans les réseaux sociaux en Mauritanie, il y a des discours carrément racistes. Par conséquent, je crois que l'heure a sonné pour regarder par exemple l'Hexagone. Parce que la France, quand même, elle a dirigé ses territoires, et puis c'est un pays qui nous est proche, culturellement, j'allais dire même géographiquement, il suffit de traverser la Méditerranée. Bien, dans la France, que vous connaissez bien, et j'ai la faiblesse de croire aussi, la connaître un peu, il y a des Corses,
il y a des Basques. Moi j'étais à Lille il y a combien, donc il y a des nordistes, il y a des Bretons, et il y a l'Alsace-Lorraine que vous connaissez très bien, et les Normands, et figues, mi-raisin. Eh bien, il y a des patois donc régionaux, mais au-delà de tous ces patois, il y a le français qui sert de ciment pectique. Pourquoi pas l'arabe, langue du Saint-Paradis, langue du Coran, langue de presque 2 milliards de musulmans de par le monde, excusez du peu. Langue du pétrole. Pourquoi? Langue de notre constitution, M. Gourmou, vous qui êtes professeur de droit public. Donc, nous, notre dialecte, c'est la Hassania. Vous, vous êtes en polar. Et vos ancêtres, ils écrivaient en arabe. Moi, j'ai déjà fait des recherches biographiques. J'ai déjà vu des vieux polars du Fouta écrire en arabe. Vous le savez très bien. Et donc, pourquoi ne pas produire des citoyens mauritaniens, rien que des citoyens mauritaniens? C'est beau de regarder l'équipe de Mourabitoun avec un halpolar, un mort blanc, un hartani, jouer et défendre le drapeau tricolore. C'est très beau cette image. Je veux qu'on la voit également sur le plan politique. Bon, vous avez posé ici des problèmes qui sont des problèmes à la fois complémentaires et contradictoires. D'abord, la question de l'arabe ne se pose pas pour moi politiquement, je parle de l'UFP, dans les termes dans lesquels vous le posez. C'est-à-dire qu'il n'y a pas pour nous de système, il n'y a pas pour nous une sorte de surélévation du débat sur la langue à ce niveau-là, langue de la religion, langue effectivement du paradis, langue de ceci ou de cela. Ce qui est vrai, peut-être, mais ce qui est fondamental dans la vie de chacun d'entre nous, c'est pas ça. Quand vous êtes musulman, que ce soit en chinois ou en japonais ou quoi que ce soit. La langue par laquelle vous entendez aller, vous espérez aller au paradis, ce n'est pas l'arabe. Vous irez au paradis par les vertus de ce que vous aurez à faire, quelle que soit la langue dans laquelle vous allez exprimer votre foi. Donc ça, il faudra absolument déconnecter ces deux aspects. Le deuxième élément fondamental maintenant, c'est que l'arabe est aujourd'hui l'une des langues, sinon la langue centrale de la Mauritanie, en raison du fait que c'est d'abord la langue de la majorité du pays. La majorité arabe, arabo-berbère, tout ce que vous voulez, mais la langue en tout cas, dont la structure fondamentale, sémantique, bâtit les rapports de la majorité de notre pays. Que ce soit une majorité à la fois Haratin ou Biran, mais d'une manière générale, en tout cas ce qu'on appelle la Hassania, qui est directement tirée de l'arabe. Il y a d'ailleurs que les scientifiques, que les spécialistes d'ailleurs disent être la plus proche possible de tous les parlers, le plus proche possible de l'arabe fosha, de l'arabe littéral, c'est la Hassania. Donc de ce point de vue-là, le fait que c'est la langue de la majorité pose le problème du statut de cette langue comme étant la langue, à l'époque on disait langue de ciment. Mais j'ai dit que ça c'est un aspect du problème. Maintenant l'autre aspect du problème, c'est que cette langue de ciment ne doit pas être une langue impériale. Ça ne doit pas être une langue d'oppression. Ce n'est pas la langue elle-même, mais on ne doit pas en faire un instrument d'oppression. Le problème en Mauritanie, d'ailleurs, comme la plupart du temps dans le monde, c'est que vous avez des hommes politiques, comme vous et moi, qui arrivent au pouvoir. Moi, je ne suis pas un homme politique. Non, je veux dire des êtres humains, ouais. Comme vous et moi, qui arrivent en tête du pays, d'un pays, qui instrumentalisent tout ce qu'ils trouvent en vue de leur pouvoir. Ils le feront pour la langue, comme ils le feront de la religion, comme ils le feront de leur ethnie, comme ils le feront de leur sexe, comme ils le feront de n'importe quelle donnée sociale. Ils en feront une arme pour se maintenir au pouvoir. D'abord pour diviser les gens, pour corrompre aussi les gens, pour en faire en tout cas un instrument de pouvoir. C'est cet aspect qui pose problème. Quand vous prenez l'arabe ou le peul, et que vous en faites quelque chose par lequel vous allez, occulter, effacer de l'espace public certaines autres catégories sociales, vous avez fait sans vous en rendre compte, mais le plus souvent vous vous en rendez compte parce que le plus souvent c'est conscient, vous en avez fait quelque chose qui va être rejeté par ceux-là contre lesquels va apparaître votre politique. Si vous dites des halpulaar ou des soninké, cette langue-là je vous l'impose, la langue arabe, je vous l'impose, force calando, il faut que vous parliez ça par force. Et votre langue d'ailleurs ne peut pas être utilisée à côté de cette langue. Qu'est-ce que vous pensez qu'ils feront, humainement parlant? Ils vont dire, mais c'est votre langue, c'est pas ma langue. C'est humain, hein? Ça arrivera au Japon comme ça arrivera en Allemagne. C'est comme ça les êtres humains, nous sommes faits comme ça, par Dieu. À partir de ce moment-là, vous qui semblez être férus de votre propre langue, vous êtes l'adversaire de votre langue. Parce que vous allez faire de votre langue un aspect, un élément que l'on va rejeter.
Et c'est ce qui s'est passé pendant très longtemps, et c'est ce qui se passe actuellement d'ailleurs de manière encore plus vive. Alors que, comme vous-même vous l'avez dit, historiquement, les négro-africains utilisaient spontanément l'arabe. Ils n'avaient même pas besoin d'en discuter. Parce que tous les ulémas de toutes nos communautés, je dis bien de toutes nos communautés, qu'elles soient Wolof, Soleng, Alpulaar, ne s'exprimaient du point de vue de leur concept, du point de vue, etc., disons scientifique, qu'à travers l'arabe. Ils ne sont jamais exprimés dans une autre langue. Pourquoi? Parce que c'est leur langue, du point de vue de leur intellect. Et aucun État ne leur a imposé ça, aucun. El Hajj Omar, quand il écrit en arabe. Personne ne lui a dit, si tu n'écris pas en arabe, on te met en prison, ou bien tu n'auras pas telle fonction. Mais désormais, ce n'est plus ça. Désormais, on va vous dire, ça c'est un élément que si tu ne fais pas ça, tu n'auras pas ça ou ça. À ce moment-là, vous poussez au radicalisme en ayant ce comportement, je parle du pouvoir. Donc vous voyez ici, c'est l'élément politisation de la question de la langue qui transforme la langue en un élément de conflit. Et c'est cet élément de conflit qui est dangereux pour notre pays parce que ça divise le peuple. Au lieu d'amener le peuple à s'unir, parce que le propre d'une langue, figurez-vous, c'est d'unir les gens. Une langue, c'est pour la communication, c'est pour unir les gens. Plus on parle de langue, mieux on est, sur le plan historique. Mais le problème, c'est que désormais, on présente la langue de telle façon qu'elle devient un instrument d'oppression. Bah, puisqu'elle est un instrument d'oppression. Mais l'oppression, on la rejette. C'est aussi simple que ça. Ensuite, par rapport à une question qui est fondamentale, c'est une question d'abord d'élite. Vous voyez, le problème de langue est une question d'élite. C'est l'élite au pouvoir qui a imposé un diktat au reste de la société pour que ces questions de langue deviennent pour eux un élément de division de notre pays. Vous avez cité l'exemple de la France. Je ne pense pas sur cette question, je vous le dis franchement, je vous dis comme je le pense. Je ne pense pas que la France soit un exemple dans le monde en matière du bon usage de la langue. Vous savez ce qu'on appelle aujourd'hui les langues régionales, c'est-à-dire le corse, le normand, enfin tout ce que vous avez cité. Mais c'est tout récent quand on les a reconnus. Pendant trop longtemps, c'était réprimé. Réprimé en France. Hein. Je ne parle pas de la façon dont les colons français se comportaient chez nous, en imposant que l'on ne parle pas nos langues chez nous. Même d'ailleurs, pratiquement au début des années 60 encore, il y avait ce qu'on appelait les symboles. Quand on parlait français, si on ne parle pas français, on parle sa langue, on a le symbole et en fin de cours, on avait quelques coups de bâton. C'est une pratique coloniale qu'on a continué. Non, je ne parle même pas de ça. Il y avait pire que ça. C'était des langues régionales étaient interdites. Et ce n'est pas seulement avec Napoléon. Hein. Napoléon a amplifié le phénomène, mais c'est ce que je pourrais appeler la doctrine française. Et elle n'est pas un bon exemple pour nous, qui sommes un pays de diversité et où la diversité a toujours été intériorisée. Mais dans quel pays de chez nous ici, en Afrique, dans quelle zone de notre Afrique a-t-on vu, d'un point de vue traditionnel, c'est-à-dire avant l'apparition coloniale? Nous avons un problème de temps et nous avons beaucoup de questions à évoquer. Donc vous voyez, on n'a jamais vu, en tout cas nos communautés, être divisées sur les questions de langue. Jamais. Avant la pénétration coloniale. Maintenant, nous sommes héritiers de ces pratiques coloniales et il est temps que nous considérions nos problèmes comme étant nos problèmes et que les solutions viennent des nôtres et que l'on ne soit pas là à calquer les solutions que d'autres pays, même si on les respecte, qu'ils ont eues chez eux. Très bien. Alors, revenons chez nous. Le président de la République a dit, redit et répété qu'il ne se présentera pas et qu'il ne modifiera pas la Constitution. Moi, en tant que musulman, et vous aussi, on va lui accorder au moins le bénéfice du doute. Un préjugé favorable. Parce qu'après, du contraire. Est-ce que vous êtes convaincu, comme moi, qu'il ne sera pas candidat? J'ai dit que moi, je ne peux pas ne pas me poser de grandes questions. Parce que il souffle le chaud et le froid. C'est ce qu'on appelle le bain écossais, le froid et le chaud en alterne. Ould Abdelaziz a commencé par dire qu'il ne se présentera pas. Ses hommes les plus proches ont dit qu'il va se présenter. Puis il a dit je ne me présente pas. Ses plus proches ont dit il va se présenter, etc. Et on a vécu dans un régime de l'inconnaissable sur cette question jusqu'au fameux dialogue. Je peux vous garantir que lors du dernier dialogue-là, en question, cette question a été au cœur du débat, mais de coulisses. Parce qu'il y avait, de la part du pouvoir, une volonté de changer, par révision constitutionnelle, ce point pour introduire l'idée que
qu'il puisse y avoir une modification sur cette question. Je dois rendre hommage d'ailleurs à certains de ceux qui ont participé. Je parle de M. Boulkhair, je parle même du président Bouedjen, qui ont en effet, clairement, malgré qu'ils étaient participationnistes à ce dialogue-là, clairement exprimé, et même publiquement, leur point de vue sur cette question en disant, nous en tout cas, nous sommes prêts à marcher avec Aziz surtout, avec le président Aziz surtout, mais nous ne marcherons jamais sur cette question de modification de la Constitution. Donc ils ont joué effectivement aussi le rempart. Et puis ensuite, on a assisté à un phénomène, disons, de décantation, puisque Ould Abdelaziz, encore récemment, a fait des déclarations que je dirais pas tonitruantes, mais d'une clarté telle que même sur la Lune, on a entendu ces mots. À savoir, je ne me présente pas, alhamdoulilah, tout le monde a dit, ok, c'est parfait, maintenant quand même c'est clair. Jeune Afrique a sorti, il y a eu tout le tintamarre que vous connaissez. Et voilà que depuis un certain temps, on ne sait pas c'est venu d'où. On est étonné. Comment on appelle ça? C'est des initiatives, les Moudabarak. Moubadarak. Initiative, oui. Alors, ça vient du Traza. Oui. Pourquoi d'ailleurs le Traza? Et puis voilà, c'était les gens, maintenant ce seront les gens. Attendez, on assiste à un cirque. Mais vous dites un cirque? Un cirque. Je dis, et c'est un cirque dangereux quand même, parce qu'un cirque, ça fait rire. C'est le théâtre, non? C'est pire qu'un théâtre. Ah bon? C'est un cirque, vraiment, je le dis sans blesser quelqu'un. Les gens qui sont là-bas, il y en a qui sont bien, qui sont des amis. Mais c'est un cirque dans le sens où on voit bien qu'il y a une volonté de créer un trouble dans l'esprit des gens dans ce pays. L'esprit du peuple aujourd'hui est troublé parce que les gens se disent, est-ce qu'on a un chef d'État aujourd'hui dans ce pays-là qui a une parole? Parce que ce chef d'État-là, soit il gouverne, soit il ne gouverne pas. Quelqu'un qui gouverne, qui dit que je donne la parole, et qui a même été, on a encore la vidéo, jusqu'à dire, c'est lui qui continue ou qui veut nous dire aujourd'hui qu'on va modifier quelque chose que la Constitution interdit de modifier, on va faire suivre la loi sur lui. Oui, il l'a dit. Voilà que c'est au palais des congrès, c'est-à-dire le Saint des Saints, où on voit ces initiatives se dérouler pour que les gens demandent à ce que Ould Abdelaziz viole la Constitution. Je dis bien qu'il viole la Constitution. Donc, la conséquence de tout ça, c'est quoi? C'est que soit Ould Abdelaziz joue, mais il joue avec le feu, soit Ould Abdelaziz ne joue pas. Pourquoi le feu? Parce que tout simplement, c'est un putsch. Ah bon? Si réellement il touche les institutions de l'État, cela correspondra bel et bien à une atteinte très grave à l'ordre constitutionnel dans le pays. J'ai là les dispositions de la Constitution qui sont très précises là-dessus. Les articles sont archi connus, maintenant tout le monde le sait, tout le monde est devenu constitutionnaliste et c'est très bien. Donc on n'a même pas besoin de discuter là-dessus. Le problème qui se pose, c'était la question de savoir, est-ce que lui, il était ou non décidé à envoyer des tanks constitutionnels pour briser l'ordre constitutionnel. Et nous nous trouvons dans une situation où les gens lui disent, allez-y, déchaînez-vous contre la Constitution, abattez cette Constitution, même si, pour cela, ça devrait entraîner une crise institutionnelle sans précédent dans notre pays. Regardez, nous avons eu beaucoup de problèmes, mais nous avons eu une chance. C'est qu'il y a un consensus dans ce pays sur l'alternance. Il y a deux façons de faire l'alternance. Soit une alternance normale dans le jeu démocratique, c'est-à-dire il y a une transparence électorale, il y a des élections libres, il y a effectivement des mécanismes qui permettent de garantir que les voix exprimées par le peuple sont les voix qui vont décider du sort de l'élection. Et si le peuple décide de changer, à ce moment-là, il change. Ça, c'est l'alternance démocratique classique. Mais comme les Mauritaniens se connaissent, et les constituants mauritaniens, ils se connaissent et ils connaissent dans quel pays ils se trouvent. Ils ont dit, bon, deux précautions valent mieux qu'une. Si on n'est pas sûr que les urnes ne vont pas parler dans un sens qui n'est pas le sens réel, au moins imposons que dans tous les cas, quelqu'un ne puisse pas faire plus de demandes. Ça, c'est un apport considérable. Il y a une histoire à faire de l'évolution des réformes constitutionnelles dans le pays sur cette question-là, voyez-vous. Elle ne date pas de maintenant, elle date en réalité de 1961. Les points qui sont fermés à toute révision, verrouillés. Ça date de 61. Hein? On a d'abord commencé par verrouiller que notre pays ne pourra pas avoir une monarchie. C'était par rapport à ceux qui voulaient amener le pays éventuellement à devenir marocain, parce qu'on ne peut pas avoir une république qui va s'associer à une monarchie. C'était pas possible. Donc on a
boucler ce point-là. Ensuite, on a avancé. On a trouvé ici d'autres éléments pour verrouiller également. Deuxième niveau. Puis le troisième, c'est le mandat. Puis troisième niveau, c'est le fait de ne pas pouvoir faire plus de deux mandats, qui est le domaine actuel. Donc, un acquis considérable pour notre pays. Et voilà que le président de la République, à 4 mois de l'élection, laisse jeter dans la mare cet énorme pavé selon lequel on peut modifier la Constitution puisque la demande qui est faite publiquement. Or, que dit la Constitution? Elle dit ceci. Aucune initiative. Le président de la République ne prendra part à aucune initiative ou ne permettra à peu près aucune initiative dont l'objet est de modifier la Constitution sur un certain nombre de questions, dont l'aspect pluriel du régime et l'impossibilité de modifier le nombre de mandats et les conditions de modification de ce nombre de mandats. C'est ça qui est prévu dans la disposition de la Constitution. Donc, le chef de l'État est le garant de la Constitution. C'est écrit noir sur blanc. Je crois que c'est le deuxième article relatif au président de la République dans la Constitution. Oui. En tant que garant de la Constitution, si les plus proches de votre part vous demandent de violer la Constitution, de violer votre serment, et le font publiquement au palais du Congrès. Ils ne l'ont pas fait dans le salon, parce que s'ils l'ont fait dans le salon, mais ils le font au palais du Congrès. Et s'ils le font donc au palais du Congrès, ça veut dire quoi? Ça veut dire que soit toi tu es ailleurs, le chef de l'État il a d'autres problèmes, il ne suit pas ce qui se passe chez nous, il n'a pas entendu que les jaguars sont au palais du Congrès, ou Maïgrachi, ou Maïchou Hattaché, il ne voit rien, il ne lit pas la télé et il ne sait pas qu'il y a ces initiatives-là. À ce moment-là, c'est grave. Soit il a vu ces gens-là, et il doit appeler, ou il devait appeler immédiatement son ministre de l'Intérieur. D'abord, il les chasse, parce que me demander de revenir sur mon serment, c'est dire que moi, je n'ai pas d'honneur. Parce que quelqu'un qui a prêté serment, et que tu lui dis, viole ton serment, ça veut dire que moi, je te considère que tu n'as pas d'honneur, tu n'as pas de parole. C'est une insulte au président de la République, d'abord, avant d'être même une insulte à la Constitution. Donc, soit il arrête ces gens-là en les mettant dehors, soit, alors, il est complice de ce qui se passe. Très bien. Donc, dans les deux cas de figure, nous nous trouvons dans une situation où, fondamentalement, l'ordre constitutionnel est menacé au plus haut point. Très bien. Votre camarade d'aujourd'hui et d'hier, le docteur Mohamed Mouloud, a mis en garde ceux qui appellent à manifester à faire des initiatives, des Moubadara, et il a même menacé de les suivre. Il les a menacés de poursuites judiciaires. Alors, quelles sont, selon vous, les procédures s'il venait à mettre à exécution ces menaces? Quelles sont les procédures légales? C'est très simple. Qu'il devrait emprunter. D'abord, vous savez, le code pénal dit que quelqu'un qui assiste à une atteinte à la loi, il est obligé normalement. Il est obligé, je dis bien, quand quelqu'un assiste à une violation de la loi, il est obligé de le porter à l'autorité, de le dénoncer pour que la loi soit respectée. Ça, c'est une obligation générale qui pèse sur nous tous en tant que citoyens. Quand vous voyez votre voisin ou quelqu'un qui passe, qui est en train de violer la loi, vous arrêtez et vous faites en sorte que la loi là soit respectée. À plus forte raison, vous avez ce qu'on appelle le parquet, qui dépend directement du ministère de la Justice, lequel est membre de l'exécutif, c'est-à-dire sous l'autorité directe du Premier ministre et du Président de la République. Donc, en chaîne directe. Assistons donc, ce parquet assistant à la violation d'une disposition claire et nette pour laquelle il n'y a aucune discussion possible, prévue d'ailleurs par le Code pénal, parce qu'il y a un chapitre qui est relatif à l'atteinte à la Constitution dans le Code pénal mauritanien. Donc, le parquet devrait immédiatement, je dis bien immédiatement, se saisir de cet aspect. On l'a vu d'ailleurs au Niger, il n'y a pas très longtemps, ils ont respecté quelque chose qui figure dans notre texte. Quand des gens, 2 étudiants, je crois, ou 3, ont demandé à ce que le président de la République en exercice modifie la Constitution pour pouvoir se présenter en 3e mandat, le parquet là-bas a engagé la procédure et ils ont été jugés, ils ont été condamnés par la Cour suprême nigérienne. Pourquoi? Parce que précisément, c'est la loi, il y a un minimum d'état de droit. Et ça, c'est exactement la procédure normale en Mauritanie. Si donc, à plus forte raison, je parle donc de ce qui devait être fait spontanément par le parquet, si donc, à plus forte raison, les citoyens
Et encore mieux, les partis politiques dont il est écrit dans la Constitution qu'ils représentent le peuple, parce qu'ils sont l'expression de la souveraineté du peuple. C'est écrit noir sur blanc, c'est la Constitution. Si donc ces partis politiques vont déposer une plainte devant la justice, il ne fait aucun doute, en tout cas si on respecte la loi, doit prendre en charge cela, engager les enquêtes nécessaires et faire appliquer ce que la loi exige, c'est-à-dire immédiatement traduire en justice, les juger et les condamner. Et cela sans coup férir, c'est-à-dire immédiatement. Vous êtes membre, n'est-ce pas, du barreau de Nouakchott? Bien sûr. Vous êtes ici à Nouakchott? Oui, oui, tout à fait. Et donc, vous pensez donc que sur le plan procédural, c'est possible? Mais on le fait là, mais bien sûr. Nous, c'est-à-dire que c'est possible du point de vue procédural, c'est le plan de la forme, je viens de vous le décrire. La question de savoir, est-ce que les juges, moi je ne me fais pas trop d'illusions, mais les juges, s'ils prennent leurs responsabilités, agissent en toute conscience, ils vont regarder objectivement les choses. J'ai entendu d'ailleurs, voyez-vous, et ça nous facilite les choses, j'ai entendu que ceux-là même qui ont fait cette forfaiture, allez, c'est de ça dont il s'agit, vont porter plainte pour diffamation ou insulte ou je ne sais quoi, vis-à-vis de certaines personnes qui les ont accusées d'avoir trahi ou d'avoir violé la Constitution en les considérant comme étant ceux qui sont précisément là-bas au Palais du Congrès, qui sont donc en atteinte devant le Code pénal. Vous voyez, ils ont inversé le rôle. Mais ils nous arrangent. Non seulement il faudra qu'ils le fassent, il faut absolument qu'ils le fassent, hein, ceux qui ont dit ça, mais il faudra même les devancer sur cela. Et on va voir si la justice de notre pays existe réellement. Mais dans tous les cas de figure, moi je crois aussi que peut-être, et nous devons en être conscients, qu'il y a une part de manœuvre. Parce que personnellement, je pense que Ould Abdelaziz sait très bien que s'il veut faire basculer le pays dans une confrontation, à l'issue incertaine, que la confrontation ait lieu aujourd'hui dans 4 mois, ou qu'elle ait lieu dans 6 mois ou dans 1 an, si jamais il fait ce putsch-là, qui consiste pour lui à casser la Constitution, à la briser en 1000 morceaux, il sait que ce qu'il risque de briser en 1000 morceaux, c'est son système, c'est le pouvoir lui-même. Et c'est peut-être même la pérennité et l'existence de notre pays. Donc je ne pense pas en faisant la balance des choses, qu'il s'engagera dans cette voie. Lui, il a dit que il a dit qu'il ne se présente. Oui. Professeur, s'il vous plaît. Il a dit que ce n'est pas dans son intérêt à lui, oui, et ce n'est pas dans l'intérêt du pays. Souvenez-vous, oui, Palais du Congrès. Oui. Et c'est pour ça il a dit, moi, j'ai déjà fait un coup d'État. Mais cette fois-ci, je ne fais pas de coup d'État, je n'en veux pas, donc, je vais respecter la Constitution, je ne ferai pas un parajus, et je vais respecter mon serment, etc. Parfait. Mais le problème de Ould Abdelaziz, c'est que c'est un manœuvrier. Mais ça, c'est pas Ould Abdelaziz, c'est les gens qui manifestent. Non, on ne va pas me faire avaler cette chansonnette. Parce qu'on connaît, on sait ce qui se présente. Les rendez-vous de mercredi là, au Palais du Congrès, on les connaît. Nous, ici, on n'est pas en Chine. On se connaît tous personnellement dans ce pays-là. Tous. On se connaît tous personnellement. Chacun sait on sait que les 3/4 de ceux qui vont là-bas passent le temps à attaquer Ould Abdelaziz. Et ils n'attendent qu'une seule chose, c'est que Ould Abdelaziz tourne le talon et ils seront les premiers à le vilipender. Ah bon? Mais bien évidemment. Et voyez-vous, ceux qui défendront Ould Abdelaziz peut-être, ce seront ceux-là même qui aujourd'hui hurlent pour qu'il respecte la Constitution. Parce que quand il aura respecté la Constitution, on dira au moins, ouf, voilà au moins quelqu'un qui a quand même respecté un minimum. Mais ceux-là, vous allez voir, vont changer de veste. Donc, pour finir sur ce point, je disais que soit il fait ça avec réellement l'intention d'aller à la guerre, parce que c'est un putsch, soit alors il manœuvre pour détourner l'attention de notre pays, pour que l'opposition, en tout cas, il le jette comme un os, que l'opposition plonge sur ça et oublie l'essentiel. L'essentiel, c'est-à-dire, de terminer son programme, d'avoir un programme, parce qu'on va dans une élection dans 4 mois, et il faut absolument que l'opposition ait son programme, et que ce programme qu'il le présente à notre peuple, et 2, qu'il affine sa stratégie électorale, qu'on sache qui va-t-elle ou non présenter à ces élections. Ce sont les 2 éléments clés.
les 4 mois. Si donc chaque matin, chaque soir, vous, les émissions que vous allez organiser, c'est sur le 4e mandat, le 10e mandat, le 20e mandat, c'est autant de temps que nous allons consacrer à autre chose qu'à faire notre programme et qu'à faire notre stratégie électorale. Donc s'il le fait, là, effectivement, on est dans la manœuvre politique et dans la manœuvre de diversion. Et je dis à ce moment-là, celui qui devra s'en prendre à lui-même, c'est l'opposition et ce n'est pas Abdelaziz. Sauf qu'on ne peut pas jouer, il peut faire une manœuvre d'une autre façon. S'il veut faire des dribbles, il n'a qu'à le faire, mais il ne faut pas qu'il confonde le basket et le football. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire avec les pieds quand on fait du basket, il y a des choses qu'on ne peut pas faire avec la main quand on fait du football. Très bien. Voilà. À l'heure où je vous parle, j'ai déjà reçu un certain nombre de leaders de la majorité, mais aussi de vos collègues de l'opposition. Et tous ils s'accordent sur la nécessité d'un candidat unique. Et je crois savoir même qu'ils ont pris la décision de présenter un candidat unique, mis à part le parti Sawab, qui a décidé de soutenir le candidat Biram El-Dahabi. Donc, le décor est presque planté. Je vois 2 candidats à gauche, le candidat d'IFND, avec les RFD et avec les autres partis, les RFD, les INAD, et puis le candidat de Sawab, Biram El-Dahabi. Alors, ce que je vous demande, c'est d'essayer de me brosser les traits forts, ou si vous voulez, le portrait robot du candidat qui portera les couleurs de l'opposition nationale. C'est une question colle. C'est ça, un grand torrent. On ne peut pas coller à l'université de votre gabarit. Bon, je pense que d'abord c'est un candidat qui aura d'abord exigé qu'on lui présente un programme. Un candidat qui ne réclame pas au départ un programme de ceux qui veulent le désigner, pour moi, est un mauvais candidat. Parce qu'on ne peut pas candidater si on n'a pas quelque chose à proposer au pays. C'est une élection présidentielle. Il faut donc qu'on lui dise, écoutez, voilà sur quoi demain nous sommes prêts à gouverner. Est-ce que toi tu as la carrure? Est-ce que tu as le sérieux? Est-ce que tu as la compétence? Est-ce que tu as l'histoire qui te permettent d'être le porteur de ce programme? Donc le programme, on y revient. C'est le premier critère. Donc un candidat qui au départ ne pose pas le problème du programme, pour moi est déjà un mauvais candidat, quel qu'il soit. La deuxième chose essentielle, c'est que ce doit être un candidat évidemment unificateur. Quelqu'un qui soit en mesure d'unir notre peuple d'abord. Ce n'est pas unir seulement les partis, parce que vous voyez, on sait ce que ça veut dire unir les partis. On passe le temps à nous unir. Mais ce qui est fondamental au-delà de tout, c'est d'abord unir le peuple mauritanien. Il faut que chacun dans ce pays se reconnaisse à travers cette candidature. Et que donc la personne en question soit suffisamment en hauteur, suffisamment peu carriériste, peu personnaliste, pour pouvoir incarner ce que le peuple a de mieux à vivre ensemble, à mieux pour cohabiter dans ce qu'on appelle aujourd'hui la Mauritanie. C'est la deuxième chose. La troisième chose, il faut aussi que ce soit quelqu'un, un candidat, qui soit de longue date, en tout cas un candidat qui, pendant une certaine période, a su donner quelque chose dans ce pays, c'est-à-dire une expérience de vie. Quelqu'un qui puisse effectivement se faire prévaloir d'une certaine antériorité dans l'activité, dans l'action politique que l'on a pu faire vivre ou vivre dans la réalité quotidienne. Donc ce sont les 3 éléments essentiels pour moi autour desquels pourrait se bâtir une candidature unique. Bon, vous avez dit que avec ce WAP, on n'a pas, semble-t-il, encore une unité d'action sur cette question-là. Non. C'est-à-dire qu'actuellement, on peut dire simplement que tant que nous n'avons pas fini de parachever notre stratégie globale, notre vision de la Mauritanie, notre façon d'envisager, d'agir ensemble, on peut dire que tous ceux qui aspirent au changement sont dans le starting block, sont dans un rapport de recherche de trucs. C'est vrai. Biram est le premier à avoir proclamé sa candidature. Et il est appuyé sur ça par le parti dans lequel il milite de ce point de vue-là, Sawab. Mais jusqu'au moment où je vous parle, je n'ai pas dit, ou du moins je n'ai pas entendu que les ponts sont rompus et que c'est fini, qu'on n'ira pas ensemble. Jusqu'au dernier moment, on fera tout pour y aller. Le seul problème, c'est, si vous voulez, de finir avec cette histoire de stratégie électorale,
de convenir sur les actions et surtout de lutter pour avoir des élections libres, démocratiques et transparentes. Même si on a un candidat unique, tout le monde uni, même si on a le meilleur programme du monde, le meilleur, si nous n'avons pas le minimum qui fera que la volonté de notre peuple sera respectée, je pense qu'il sera très difficile de parler réellement d'une prise en main par nous de notre tâche de l'alternance. Et ça, c'est un grand problème. Donc, il faut que très rapidement, l'opposition fasse face aux défis qui sont posés par l'absence de conditions d'une élection libre et démocratique et transparente. Il faut que l'action de l'opposition soit de réclamer le minimum indispensable. Il faut que d'ores et déjà, et tout de suite, on pense aux conditions dans lesquelles nous allons lutter contre ce pouvoir pour qu'il accepte que ces élections soient, comme on dit maintenant, inclusives, libres, démocratiques et transparentes. Vous voyez, ça c'est plus important que les discussions sur des mandats, des discussions sans fin. C'est ça le fond du problème. C'est sur ça qu'aujourd'hui devrait porter une émission. C'est sur ça que devrait porter aujourd'hui une action dans la rue. Il faut que l'opposition cesse d'être dans un rapport attentiste, d'attendre un peu que l'on nous donne les conditions dans lesquelles la transparence se fera, etc. Il faut que nous puissions effectivement, de manière ordonnée, mais combative, obtenir effectivement ce que la constitution de notre pays et les lois de notre pays imposent, c'est-à-dire des élections libres, démocratiques et transparentes. Je voudrais aussi ajouter que malheureusement nous sommes dans un contexte qui aujourd'hui manifestement ne pousse pas à penser que nous sommes dans cette situation d'élection possiblement libre, démocratique et transparente. Regardez la situation de Biram. On parlait de lui tout à l'heure. Biram est en prison. Il est député. Il est en prison. Le Parlement ne s'est même pas prononcé sur son cas. Vous rendez compte? Je ne parle même pas de cette situation inouïe, cette insulte à la démocratie et à l'institution parlementaire que représente le fait qu'un député élu dans des conditions les plus compliquées parce qu'il a été élu alors qu'il était en prison, donc le peuple s'est exprimé clairement sur sa situation et il lui a donné sa confiance. Donc ce monsieur-là, qui est élu de notre peuple, dans des conditions extrêmement difficiles, continue aujourd'hui encore à se représenter. Et il affirme qu'il est candidat. Et c'est une façon pour lui aussi de montrer qu'il n'est pas mort politiquement, qu'il n'est pas quelqu'un de mis out. Donc si on ne règle pas ce problème-là, il sera difficile de parler d'élections libres, démocratiques et transparentes. Regardez, il y a juste quelques jours, c'est un citoyen de notre pays, connu, qui est un opposant déclaré, qui ne s'en cache pas. Je parle de Bouhamad, qui se retrouve dans une situation où même des pays étrangers sont mobilisés maintenant, je dis bien mobilisés, pour pouvoir le pourchasser. Cette histoire-là de présence au Maroc, tout le monde sait que c'est une manœuvre. Tout le monde sait que c'est une manœuvre parce qu'on sait que ce qui a été présenté, c'est-à-dire des histoires de pièces d'état civil d'une grossièreté énorme, et qui fait qu'on peut même s'interroger comment un pays aussi bien organisé que le Maroc puisse effectivement prendre cela comme de l'argent comptant, susceptible de l'amener à le rechercher. Alors que Interpol, à qui notre gouvernement avait demandé de faire arrêter et de faire en sorte qu'il soit reporté ici, a refusé en estimant que c'est politique. Donc Interpol, c'est la police des polices sur le plan international. Voilà en gros la situation dans laquelle nous nous trouvons. Nous aurions aimé que tous ces ballons-là soient crevés. Nous aurions voulu un apaisement. Nous aurions espéré de Abdelaziz, qui prépare son départ, qu'il appelle tout le monde à un dialogue inclusif, qu'il joue l'apaisement, qu'il appelle à une discussion franche, qu'au lieu de faire ces histoires-là au palais de congrès entre des gens qui sont là, qui le flagornent et qui ne croient même pas à ce qu'ils disent, qu'ils nous appellent au palais de congrès, qu'ils nous disent exprimons-nous tous sur notre pays, voyons ce qu'on va faire dans les 4 ou 5 mois. Vous demandez un nouveau dialogue? Bien évidemment. Clairement. Nous n'avons jamais cessé de demander. D'ailleurs, nous le demandons encore avec plus de force aujourd'hui et de vigueur. Nous voulons un dialogue inclusif. J'en prends note. Hein. Mais bien évidemment, nous pensons que le dialogue est de l'intérêt de tout le monde. De l'intérêt d'abord du président Ould Abdelaziz qui s'en va, il va partir. Il vaut mieux qu'il parte dans un pays déminé, dans un pays calme, dans un pays apaisé, dans un pays réconcilié avec lui-même, dans un pays où les uns et les autres nous pouvons nous saluer, dans un pays où quel que soit le candidat qui sera élu dans cette présidentielle lui tendra la main et à qui il va lui confier les dossiers en lui disant voilà pour le G5, voilà où est-ce qu'on en est, voilà pour le budget, où est-ce qu'on en est, voilà sur tel dossier, où est-ce qu'on en est, salam alaikum et à très bientôt. Ça, on aurait voulu ça. Mais au lieu de cela, ce à quoi on risque de voir, d'assister, c'est un président qui va peut-être rester ou bien partir dans des conditions d'une obscurité telle
qu'on va se demander si réellement il est parti. Et si c'est ça qui devrait être son héritage, ce serait la plus catastrophique des choses, parce que pour la première fois dans l'histoire, nous avons une alternance qui va avoir lieu parce que la Constitution l'impose. Très bien. Monsieur Gourmand, il y a Monsieur Didier Fall, qui est membre du Réumi, c'est le numéro 2 du Réumi au Sénégal, de l'opposition sénégalaise. Il a estimé que le contrat de partage qui a été co-signé par Malik Sall et Mohamed Abdelaziz, donc respectivement les Sénégalais et la Mauritanie, était injuste parce qu'il estimait que les 50% à 50% ne correspondaient pas à la réalité des choses, puisque les réserves, selon lui, l'essentiel des réserves se situe dans la rive gauche. Par conséquent, ce qui m'amène à vous poser la question suivante. Est-ce que, en pensant que sans le pétrole, la Libye et l'Irak ne seraient pas ce qu'ils sont aujourd'hui? J'ai toujours considéré, vous savez que je suis un biochimiste de carrière, que le pétrole est un facteur déstabilisateur. Et est-ce que vous ne pensez pas que les nouvelles découvertes dans nos frontières sud ne vont pas ajouter de la confusion à la précarité et de la déstabilisation au particularisme que j'ai dénoncé en début de l'émission? Tout à fait. Alors, est-ce que ma question est claire? Claire et nette. Claire et nette. Et ça ne m'étonne pas d'ailleurs qu'elle le soit comme ça. Alors, je dois dire personnellement, et je vous le dis en toute sincérité, j'ai beaucoup apprécié l'attitude des deux chefs d'État, mauritaniens et sénégalais, sur le cadre qu'ils ont trouvé, justement et très rapidement, sur quelque chose qui peut être très grave, comme vous venez de le dire. Parce que, voyez-vous, j'ai ça parce que j'ai suivi un problème qui est la presqu'île de Bakassi entre le Nigeria et le Cameroun. Et à peu près c'est la même configuration géomorphologique avec des réserves de pétrole, en l'occurrence, dans cette zone de Bakassi qui est frontalière entre les deux pays, qui a failli provoquer une guerre. Il a fallu que des puissances s'impliquent, que les Nations Unies s'impliquent. D'ailleurs, j'ai été là-bas envoyé avec le professeur Mohamed Salah qui était avec nous et avec les Nations Unies pour suivre cette histoire-là de leur dossier qui a été extrêmement compliqué. Nous avons pu faire l'économie de ça. Je dis, les Sénégalais et les Mauritaniens, nous avons pu faire l'économie de ça. C'est extrêmement important. Les deux chefs d'État ont eu, de mon point de vue, une attitude très responsable en envoyant des techniciens de qualité discuter sur ce sujet. Et je dois dire que c'est l'un des rares dossiers pour lesquels, pour moi, on a eu beaucoup de technicité de part et d'autre. Et vous avez vu, il n'y a pas eu d'éclat. Il n'y a pas eu de coude sur la table, il n'y a pas eu de bouderie, il n'y a pas eu d'insultes, etc. Et ça s'est passé dans un climat relativement serein, alors que Dieu sait que, comme vous avez vous-même dit, généralement, les pétroles ou le gaz provoquent plutôt la convoitise qu'autre chose. Donc, de ce point de vue-là, le climat, je parle du climat, qu'ils ont pu créer pour pouvoir signer aussi rapidement un accord, me semble être très important. Et ils l'ont fait d'ailleurs de la façon la plus intelligente. Parce que dans le doute, au lieu que, malheureusement, c'est lui que vous avez cité ici, de Réumi, bon, ça c'est l'opposition, d'une certaine manière, parfois on fait un peu de surenchère, c'est normal, c'est dans l'ordre des choses, et puis c'est contre Macky, je ne sais pas, peut-être aussi qu'ils ont des choses que je ne connais pas. Mais ce qui m'importe pour moi, c'est que quand vous avez un problème avec un voisin, et que vous en êtes à des décimètres près, je crois que si vous faites du 50-50, ça peut apaiser les gens. Plutôt que d'être là, à vous faire une guerre qui va être plus coûteuse en vie et en ressources humaines et en ressources financières et en ressources économiques et en prestige et en qualité, etc. Donc de ce point de vue-là, je pense que ce qu'ils ont fait, de ce point de vue-là, est bon. Maintenant, moi mon problème, il n'est pas là. Mon problème, c'est que chacun va gérer ce qu'il aura acquis. Nous savons que l'État que nous avons, si nous ne le reformons pas, même si on nous donne toutes les réserves pétrolières du monde, ça ne va pas nous sortir de notre situation. Parce que l'État que nous avons là, l'organisation de notre État, l'administration publique en Mauritanie, si on ne le réforme pas, sera incapable de gérer des réserves de cette nature. Donc, nous avons un cadre, mais nous n'avons pas les organes, les structures, la manière de faire, etc., qui nous permettra d'exploiter judicieusement, dans les années à venir, cette manne considérablement importante pour nous. Et c'est à ce moment-là que ça peut se retourner contre nous. Si nous devons, gérer cela,
avec le même esprit qu'on a géré notre fer. Vous avez vu que nous avons eu du fer qui nous a créé des problèmes parce que les conditions dans lesquelles la SNIM aujourd'hui se trouve, cette catastrophe dans laquelle elle se trouve, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de fer, il y en a beaucoup, mais c'est la manière dont on a géré les ressources obtenues, où on a fait un peu n'importe quoi, qui nous a entraînés dans cette situation. Si ce modèle, ce schéma que j'ai dit maintenant, malheureusement, snimien, était utilisé là-bas, dans nos réserves de gaz, ça va être peut-être justement la catastrophe. Donc nous avons un intérêt, je termine en disant que nous avons absolument intérêt à réfléchir maintenant que le cadre avec le Sénégal est défini, nous avons intérêt, nous, à poser le problème sur la table. Constatez, voyez-vous, vous-même, que depuis qu'on parle de ces réserves de gaz, est-ce qu'on en a déjà parlé en Mauritanie? Est-ce qu'il y a eu une table ronde, des débats, des concertations? Est-ce que le pouvoir et l'opposition ont échangé là-dessus? Qui sait d'ailleurs dans quelles conditions ces contrats ont été délivrés à des entreprises multinationales qui ont 80%, je vous signale, hein, des parts qui seront extraites de ces réserves. 80%, nous, les deux pays, chacun d'entre nous aura 10%. Moi, je trouve ça léonin, je trouve ça inacceptable. Mais enfin, bon, c'est un autre sujet. Mais c'est ça le fond du sujet. Le fond du sujet, il est là. Et je pense que si nous ne sommes pas en mesure de comprendre que nous avons là une chance extraordinaire, que Dieu nous donne encore une fois, une occasion pour nous qui ne sommes que 4 millions, de nous en sortir. Si donc nous laissons passer cette occasion, peut-être que ce sera l'occasion de trop que nous aurons raté. Alors moi, dans le presse, je souhaiterais des réponses aussi succinctes et condensées, que cela soit possible. Bon, est-ce que vous pouvez à peu près me dire, me donner une appréciation de l'action du bilan de la décennie de l'Abdelaziz en matière sur le plan de l'unité nationale, en matière de droits de l'homme et du passif humanitaire? Bien. En matière de sécurité, vous n'avez pas parlé. En matière de sécurité, on peut dire que le bilan est relativement positif de mon point de vue. Je vous donne mon point de vue personnel, ce n'est pas d'ailleurs le point de vue du parti, puisque nous n'avons pas fait un bilan là-dessus. Mais de mon point de vue, sur le plan sécuritaire, il y a eu des progrès qui ont été faits, c'est clair et net, à mon avis. Même s'il y a des non-dits, des choses que nous ne connaissons pas, des obscurités par rapport à des rapports avec certains groupes, etc. Mais fondamentalement, on peut dire qu'il y a, sur le plan sécuritaire, il y a des pas qui ont été accomplis par rapport à la situation antérieure. Sur le plan du passif humanitaire, c'est la catastrophe, parce que nous savons que quand il était venu, Abdelaziz avait pris un certain nombre d'engagements, c'était d'abord de poursuivre l'œuvre de son prédécesseur qu'il avait renversé. Son prédécesseur avait ouvert des dossiers, avait créé même un climat qui commençait à s'instaurer, qui était celui de débattre, de discuter et de sortir enfin de cette espèce d'impasse dans laquelle on se trouvait par rapport aux victimes et même par rapport à l'ouverture du débat, parce qu'il avait lancé, ce prédécesseur, Cheikh Abdallah, le mouvement de prendre la responsabilité de l'État vis-à-vis de cette question, en disant oui, l'État est responsable de ce qui est arrivé, maintenant voyons comment on peut entre nous en Mauritanie résoudre ce problème. Et il avait engagé un processus là-dessus. Abdelaziz avait dit quand il était arrivé qu'il irait plus loin encore, parce qu'il avait même promis, y compris d'identifier où sont les tombes des disparus, de voir au plus près qu'est-ce qui s'est passé, des choses comme ça. Hop, depuis lors, qu'est-ce qu'on a vu? Silence et bouche cousue. Donc, flétrissement, pourrissement de la situation sur place et abandon finalement de ces veuves, de ces orphelins, de ces déportés, de toutes ces victimes, de victimes de crimes dont ils ne savent encore pas la raison pour laquelle il leur est tombé dessus, etc. Donc de ce point de vue-là, on peut dire que le passif humanitaire, plus que jamais, est encore un passif, et d'ailleurs le terme de passif n'est pas suffisamment fort pour exprimer la tragédie. En matière de droits de l'homme, c'est ce que je vous disais, la liberté de la presse. Vous savez, il y a en effet une presse libre. Mais vous savez dans quelles conditions cette presse libre a dû vivre. Même la télévision, vous savez, sur le plan financier, comment on a pu jouer de manière telle que pendant un temps flou, il n'y a plus de télé, presque plus de radio, tout a été fermé. Et vous savez le rattrapage que ça a pu entraîner, les situations catastrophiques de la vie même personnelle des journalistes, dont vous savez très bien les conditions d'existence. Je ne sais pas que je vais vous mettre sur le devant, mais c'est la réalité. Les conditions de travail sont telles qu'on peut dire que cette liberté-là, pour vous, n'est pas vraiment une liberté, disons, qui vous ouvre des perspectives salutaires à tout point de vue. Sur le plan toujours des libertés, vous avez vu tous ces procès politiques
La Mauritanie est l'un des rares pays où on fait des procès politiques, où on arrête quelqu'un pour des raisons dites de droit commun, qui sont clairement des raisons politisées, et dans quelles conditions on le jette comme dans une cage aux fauves. Je parle évidemment de M. Biram. Les conditions dans lesquelles on réprime tous les jours les manifestants de l'IRA qui pacifiquement essaient de faire entendre leur voix pour qu'au moins celui qui est leur leader, leur responsable, puisse bénéficier d'un minimum de droits et de justice dans ce pays. Vous avez vu dans quelles conditions les élections dernières se sont déroulées, se sont passées, etc. Donc, de ce point de vue-là, du point de vue des libertés, du point de vue des droits de l'homme, on est loin du compte par rapport à ce qu'on aurait espéré. Mais moi, ça ne m'étonne pas beaucoup, compte tenu du fait que, malheureusement, et il a déçu même beaucoup de gens qui lui sont proches, Ould Abdelaziz a décidé d'avoir une gestion solitaire de son pouvoir. Il en a fait une affaire personnelle, il a personnalisé au point que tout, et le contraire de tout, est entre ses mains. Et les conditions de tout cela, c'est que c'est par bribes, hein, en jetant à gauche et à droite parfois un os à grignoter pour celui-ci ou celui-là, pour l'opposition, pour des amis, etc., qu'on se retrouve dans cette situation. Mais les institutions, ils sont par terre. Hein, le Sénat, on sait dans quelles conditions elle a été abattue, on sait dans quelles conditions le référendum illégal a été vu. Jamais la constitution mauritanienne n'a été, elle est transformée en gruyère avec des trous partout, etc. Donc en gros, on peut dire que de ce point de vue-là, malheureusement, le bilan, encore une fois, est loin d'avoir été à la hauteur de ce qu'on pourrait espérer. Il ne me reste qu'à remercier l'universitaire et le premier vice-président de l'IFP, Lo Abdoul Gourmou. Lo Gourmou Abdoul. Lo Gourmou Abdoul. Abdoul, c'est mon père. Voilà. Lo Gourmou Abdoul. Merci. Merci beaucoup. Je vous remercie. وإلى موعد جديد الفريق الفني وأنا نحييكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بارك الله فيك.